Bonjour, Otep à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo centrée sur un sujet qui, je pense, va vous intéresser, le mal dans la littérature. Alors, comment est abordé ce sujet du mal dans la littérature? Alors, je vous préviens tout de suite, vous risquez de craindre que ce sujet fasse doublon avec un autre sujet du même ordre que j'avais développé il y a un an et demi au plus fort de la crise du Covid-19. Malgré la similitude dans le titre, le sujet d'aujourd'hui est sensiblement différent. Et pour éviter que vous puissiez imaginer que ce sujet nous amènera forcément à déprimer et à nous bourrer de tranquillisants et à nous mettre au lit pendant un mois, je vous rassure tout de suite, la question du mal telle que je souhaite l'aborder aujourd'hui n'est pas du tout faite pour que nous puissions déprimer ensemble. Sachez simplement que le mal coexiste fréquemment et presque tout le temps avec le bien. Donc il y a une sorte de relation dialectique entre les deux. Et donc c'est exactement de cette façon que je vais aborder la question aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette vidéo sera suivie d'une vidéo qui sera la suite donc, de celle-ci et qui portera justement sur la notion du bien dans la littérature. Donc effectivement, vous voyez bien que dans cette problématique, ces deux notions de bien et de mal sont forcément liées, l'une étant l'antithèse de l'autre. Alors je commence tout de suite. Le mal, dans un cadre quelque part panafricain, et vous savez bien sûr que nous avons tous reçu plus ou moins une éducation en grande partie eurocentrique ou eurocentriste du fait de l'école de Jules Ferry. Bien que beaucoup d'entre nous aient grandi en Afrique ou dans des territoires où la diaspora est très présente, il est clair que en dehors de l'éducation familiale, en dehors de l'éducation communautaire, il y a forcément cette école qui est toute puissante. On a tendance à vouloir recouvrir la réalité sous un voile pudique en disant tout simplement l'école, donc comme s'il s'agissait d'un enseignement tout à fait neutre. Or, nous savons bien qu'il s'agit en définitive de l'école de Jules Ferry et que cet enseignement est loin d'être neutre. Donc, certains d'entre nous ont eu forcément, à un moment ou à un autre de notre vie, un déclic qui a fait en sorte que nous avons commencé à regarder le monde un petit peu, j'aime bien cette image, j'aime bien cette métaphore, avec des lunettes noires, plutôt qu'avec des lunettes blanches. Alors c'est une métaphore évidemment, je ne veux pas dire que tout est tout blanc ou tout est tout noir, mais en tout cas, si on utilise cette métaphore, c'est simplement pour dire qu'à un moment donné, un déclic a fait en sorte que nous puissions enfin regarder le monde avec des yeux d'Africains en fonction des intérêts de notre communauté. Et je pense que pour toute communauté saine, c'est quelque chose qui est tout à fait logique, normal, acceptable et souhaitable. Et donc, l'un des éléments, l'une des productions culturelles qui m'a sensibilisé quand j'étais encore très jeune, j'ai grandi en Europe avant d'aller vivre en Afrique, auprès d'une partie de ma famille qui est africaine, l'autre partie étant européenne. Et donc, durant mes jeunes années, il y a un livre qui m'a aidé dans ma conscientisation en quelque sorte. Et c'est intéressant parce que c'était un ouvrage grand public. C'est le roman Racine de Alex Haley. Je pense que ce roman a été publié dans les années 70, année 1976, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il fut adapté à la télévision en feuilleton. Et il nous a permis de connaître l'aventure, l'histoire réelle d'une famille africaine-américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que le début de cette histoire part de l'Afrique, de la Gambie plus précisément, et du village de Djoufouré, dont était originaire l'ancêtre de toute cette famille africaine-américaine, Kunta Kinte. Alors, Kunta Kinte est presque devenu un mythe, tellement sa résistance culturelle durant la période de l'esclavage dans le sud des États-Unis
est symbolique pour beaucoup de personnes qui ont rejoint les rangs de la Renaissance africaine, à savoir le refus de Kunta Kinte de porter un nom occidental, de porter un nom anglo-saxon, le nom de Toby, et préférant garder en fier malinqué son nom d'origine, à savoir Kunta Kinte, malgré les coups de fouet qui lui sont administrés sévèrement. Et donc, ce livre d'Alex Haley, qui rend compte de l'histoire de cette famille africaine-américaine, donc la famille de l'auteur lui-même, hein, Alex Haley, eh bien, ce récit se poursuit sur plusieurs générations, et effectivement, le mal dont il s'agit, bien sûr, c'est cette volonté de mettre des hommes et des femmes en esclavage, de leur faire traverser l'océan pour les faire travailler sans rémunération et les menacer constamment sur plusieurs générations, les sévices, les menaces, les insultes, les injures, et puis bien évidemment le viol systématique ou quasi systématique des femmes africaines et afrodescendantes dans l'univers concentrationnaire d'Amérique. Dit comme ça, c'est très cash, mais Alex Haley, avec le génie littéraire qui est le sien, réussit à faire en sorte que cette histoire puisse nous parler de façon vraiment très humaine, et que, bien sûr, nous constatons que quand on parle de déshumanisation, je trouve que le terme est tout à fait abusif. On peut commettre des crimes contre l'humanité, mais il est impossible d'enlever son humanité à un être humain et à une communauté entière. Bien évidemment, il y a des dommages psychologiques, des dommages physiques, des pertes en vie humaine, et puis bien sûr ce qu'on appelle the post-traumatic slave syndrome. L'expression est de plusieurs anthropologues, provient de plusieurs anthropologues afro-américains. Le syndrome post-traumatique de l'esclavage, en fait, existe bien évidemment, mais pendant la période de la servilité, il y a eu des moments de bonheur, forcément. Ce n'est pas l'enfer sur Terre toutes les 5 minutes. Et ce caractère optimiste de la nature humaine, ce caractère particulièrement optimiste de l'être humain africain, ce que Cheikh Anta Diop appelait l'optimisme atavique de l'homme et de la femme africain, ressurgit à tout moment dans l'ouvrage d'Alex Haley. C'est pour ça que les personnages, qui sont des personnages historiques, puisque ce sont des membres de sa famille, ce sont ses ancêtres, ces personnages que l'on trouve dans ce récit d'Alex Haley sont particulièrement attachants en dépit des difficultés qu'ils traversent. Et c'est cette fameuse résilience, cette fameuse capacité de l'être humain, notamment de l'être humain africain, à endurer. Comme dit William Faulkner, un romancier du sud des États-Unis, quand il parle des Africains américains, des Noirs, qu'il comprend mal d'ailleurs, et comme le dit Edward Glissant dans son livre, je crois, Faulkner, Mississippi, eh bien, quand William Faulkner parle des Noirs, il dit « ils endurèrent ». Oui, c'est cette capacité à endurer. Et c'est cette capacité à endurer qui fait de nous tous des personnes résilientes et capables d'affronter les pires tourments pour être ensuite finalement victorieux, puisque nous arrivons à passer outre par rapport à toutes ces vicissitudes et à faire quelque chose de nos vies. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que beaucoup de grands inventeurs africains-américains, on trouve ça notamment dans le livre de Yves Antoine, Inventeur et savant noir, certains sont nés dans l'esclavage et à peine échappés de l'esclavage, ils ont inventé des choses extraordinaires. Je pense à des gens comme George Washington Carver qui à travers le tapioca, à partir du tapioca, de l'amidon, a pu créer tout un tas d'inventions qui ont permis aussi la refertilisation des sols du sud des États-Unis après une crise climatique ou une crise dramatique ayant des conséquences sur les récoltes.
Et donc il a inventé tout un tas de choses à partir de tapioca, de l'amidon. Et d'ailleurs, le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, lui a rendu hommage de son vivant. Et puis il y a d'autres exemples aussi. Tous ces gens-là, tous ces personnages célèbres, je parle de Lewis Latimer, ils ont pu effectivement se surpasser dans le domaine des inventions alors qu'ils sortaient à peine de l'esclavage. Donc ce livre Racine d'Alex Allais, c'est un livre qui m'a vraiment, comment dirais-je, conscientisé, parce qu'il m'a fait prendre conscience de la cruauté et du racisme, de la cruauté qui est la conséquence du racisme dans l'univers concentrationnaire d'Amérique, et ces gens qu'on a amenés au-delà des mers étaient des Africains. Et donc il est même quelquefois surprenant de constater que certains Africains du continent ne se sentent aucune communauté de souffrance, aucune communauté, aucun point commun avec les communautés africaines qui ont été transportées dans les bateaux et amenées au-delà des mers. Tout simplement parce que le système occidental qui consiste à nommer les populations en fonction des intérêts du moment, à partir du moment où les Africains en masse sortent d'Afrique, on ne les appelle plus Africains. Et donc, mais ce sont des tours de passe-passe. Je ne dis pas que l'Africain est toujours le même, l'homme est changeant, bien sûr. Mais en tout cas, il y a comment dirais-je, sur le plan culturel, il y a ce qu'on appelle des tendances qui se modifient avec le temps, mais les fondements, quelque part, restent les mêmes, parce que certains chercheurs spécialistes de la musicologie ont constaté que le blues des États-Unis trouvait ses racines au Mali. Et donc des grands bluesmen, d'ailleurs, noirs et blancs d'ailleurs, ont été faire des sortes de pèlerinages musicaux au Mali pour retrouver ce qu'ils appellent le blues mandingue. Donc effectivement, il est impossible de détruire complètement une population, de détruire son passé et de détruire sa culture. Donc l'expression d'ailleurs qu'on emploie très fréquemment aujourd'hui, raciser, comme si à partir du moment où on décide de raciser toute une population, cette population est dans l'aliénation complète, et finalement on voit tout un tas d'opportunités disparaître, c'est un fantasme. Qui est racisé sur cette planète? Tous les peuples du monde, y compris les peuples européens, puisque ce mythe de la suprématie européenne est un mythe, et donc finalement les Basques, les Germains, les Corses, les Normands, finalement deviennent des Blancs, et donc le blanc c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sur le plan culturel, donc c'est une sorte de fantasme. Bon, il y a peut-être aussi un fantasme noir, mais l'identité africaine existe bel et bien, en dépit du fait qu'elle soit très diversifiée, mais il y a aussi des tendances. Quand Cheikh Anta Diop a défini les deux berceaux, le berceau du sud et le berceau du nord, avec des différences, matriarcat, patriarcat, il y a des tendances lourdes, et Dieu merci, il existe cette diversité, il faut bien la reconnaître après tout. Alors, un autre livre qui m'a aussi conscientisé d'une autre façon, et beaucoup plus tard dans ma vie, c'était aussi un roman, et c'est le roman Le Triomphe de Mahat de Aboubakri Moussalam. Le Triomphe de Mahat est un livre écrit directement en français, ce n'est pas une traduction de l'anglais ou d'une autre langue. Il a été écrit, c'est un roman, et ce qui est intéressant dans Le Triomphe de Mahat, c'est qu'il a été écrit par un égyptologue africain, un égyptologue sénégalais, membre de l'école de Cheikh Anta Diop. Il s'agit d'Aboubakri Moussalam. Et donc, cet ouvrage publié aux éditions Perrin, que dirige, me semble-t-il, Aboubakri Moussalam avec un romancier ghanéen très connu, qui a écrit L'âge d'or n'est pas pour demain. Eh bien, ce livre, Le Triomphe de Mahat,
décrit les vicissitudes rencontrées par un étudiant sénégalais en égyptologie lors de la poursuite de ses études en France, dans le département d'égyptologie d'une grande université. C'est un étudiant qui est brillant, qui poursuit une quête de vérité. Pour lui, elle est tout à fait naturelle. Et très vite, lorsqu'il arrive en fac, il se rend compte que finalement, l'histoire de l'Égypte qui est enseignée à l'université où il se trouve est une histoire fausse, une histoire falsifiée, où le caractère africain de l'Égypte antique est complètement nié. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet étudiant n'accepte pas cette situation. Il constate que les étudiants africains dans ce département d'égyptologie de l'université où il se trouve sont brimés parce que la plupart d'entre eux sont des redoublants. Et lui, il décide de passer outre ces intimidations du corps professoral et de poser des questions, des vraies questions, lors des travaux dirigés, et de faire des recherches et de choisir un sujet de recherche qui sera conforme à sa vision mahatique, si je puis dire, véridique de l'histoire de l'Égypte antique. Alors évidemment, le corps professoral va essayer de lui faire payer cher son insolence, entre guillemets, mais ça ne va pas du tout se passer comme ça, et finalement, cet étudiant va recevoir une aide qui est tout à fait inattendue, mais aussi la bienvenue. Je ne vous en dis pas plus. Le livre est écrit dans un style presque scolaire, mais très agréable à lire. C'est un livre qui peut être lu par des personnes très jeunes, et c'est une vraie histoire avec des personnages. Et puis, il y a la petite histoire de l'expérience de cet étudiant et de son courage, et il y a la grande histoire de l'humanité à travers cette période très cruciale de l'Égypte antique. Et il y a évidemment cet enjeu qui consiste à faire des recherches dans un sens véridique et non à raconter des histoires par rapport à l'histoire réelle qui serait, elle, occultée. Donc c'est un livre très agréable à lire, avec plein de bonnes vibes. Et j'encourage. Alors le mal en question, oui, on le retrouve dans le livre. Quel est le mal en fait? C'est cette volonté de falsifier, c'est le mensonge érigé en comment dirais-je, qui a le statut d'une véritable divinité en quelque sorte. Le mensonge doit trôner, et les gens qui veulent continuer et évoluer dans ce monde avec cette formation pointue de l'égyptologie doivent accepter ce mensonge sans rechigner. Eh bien non. Alors évidemment, pour ceux qui ont un peu étudié la question, ils vont se rendre compte que ce personnage de l'étudiant africain ressemble à un personnage historique que nous connaissons très bien, puisque effectivement les enjeux ressemblent effectivement à ceux qu'a pu rencontrer un étudiant africain précurseur qui est devenu un grand savant aujourd'hui, malgré sa disparition dans la deuxième partie des années 80, et professeur à qui nous rendons hommage très régulièrement. Mais je n'en dis pas plus. En tout cas, cet ouvrage pourra vous plaire. Et donc le mal n'est jamais absolu, le mal n'est jamais une sorte de point sur lequel tout le monde est d'accord, et il faudrait à chaque fois être corrompu et accepter l'inacceptable pour survivre dans ce monde. Justement, de ce point de vue, ce livre, Le Triomphe de Mahat, bat en brèche beaucoup d'idées reçues. Alors, il y a un autre sujet qui est très intéressant, qui excite beaucoup ma curiosité, et à tel point que j'ai même inventé un nouveau concept qui est le syndrome de Heathcliff. Alors, le syndrome de Heathcliff, qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué que ici, en France, on a tendance à le système, en tout cas, a tendance à culpabiliser tous les afro-descendants, les Africains, les Noirs, pour parler simplement, qui s'intéressent à leur passé et au passé de l'humanité, et que ce soit la période coloniale, que ce soit la période
de mise en servitude généralisée des Africains, que ce soit à la période antique, pour reprendre le thème qui était développé dans le livre Le Triomphe de Mahat, la recherche de la vérité sur l'histoire antique, et puis le fait d'étudier les grands empires africains, d'étudier les processus d'islamisation, les processus de christianisation. Alors on dit aux Africains finalement, calmez-vous, passez à autre chose, et puis de toute façon, vous intéressez à tous ces thèmes parce que votre esprit n'est pas tranquille, et puis si on doit résumer, en fin de compte, vous êtes méchant et vous êtes plein de ressentiment. Hélas, hélas, parfois c'est vrai. Ayons l'honnêteté de reconnaître que parfois c'est vrai. Parfois, l'une des conséquences de ces maltraitances que nous avons eues sur plusieurs siècles sont cette capacité, certes, d'ouvrir les yeux sur l'injustice, mais de ne pas pouvoir accepter l'inacceptable, accepter cette histoire tourmentée qui est aussi belle, parce qu'il y a des très belles choses dans notre histoire, mais ne pas accepter l'oppression sans avoir un traumatisme psychologique qui se caractérise par une volonté de grandeur, de la mégalomanie, ou alors un ressentiment qui deviendrait en fait notre identité. Mais beaucoup de gens pourtant font des recherches, beaucoup de gens se battent pour la vérité, beaucoup de gens sont de vrais militants, dans le sens combattant du terme, sont des gens qui croient en l'humanité, en leur communauté, et n'ont absolument aucun ressentiment. Donc cette caricature de la personne fière de ses origines et qui serait une personne méchante, mauvaise, pleine de ressentiment et de xénophobie, il y a un aspect caricatural qui est destiné à nous décourager et à faire de nous des personnes totalement assimilées et des bini oui-oui. Pourquoi est-ce que je parle du syndrome de Heathcliff? Il y a un grand roman de la littérature anglaise qui s'appelle Les Hauts de Hurlevent. C'est un roman qui date du XVIIIe siècle, hein, si je vais être précis. Quand je dis du XVIIIe siècle, je devrais dire du XIXe siècle, hein, parce que c'est un roman qui a été écrit en 1845-1846 par Émilie Brontë. L'une des sœurs Brontë. Alors, qu'est-ce que raconte ce livre? Vous allez voir un peu pourquoi je parle de syndrome de Heathcliff. Ce que raconte ce livre, c'est l'histoire ça se passe à la campagne, en Angleterre, donc au milieu du 19e siècle, et c'est l'histoire d'un propriétaire terrien qui se rend dans une petite ville et qui est apitoyé par le sort d'un jeune bohémien. Et donc il décide, après son voyage en ville, de le ramener chez lui et de l'adopter. Et il le présente au reste de sa famille, donc à son épouse, mais aussi à ses autres enfants. Et cet enfant deviendra en fait leur frère adoptif. Il est un peu différent physiquement des autres enfants, dans le sens qu'il est dit dès les premières lignes de ce livre, dès le premier chapitre, que Heathcliff, voilà, cet enfant s'appelle Heathcliff, il est basané. Et ce n'est pas qu'un détail. Ce n'est pas qu'un détail, d'ailleurs, dans une adaptation cinématographique récente des Hauts de Hurlevent, c'est un jeune métis africain-européen qui joue le rôle de Heathcliff. Donc il est basané, il est différent donc, des autres qui sont plutôt des blancs. Et donc le père ne fait aucune différence entre tous ses enfants, mais au bout de quelques années, le père décède. La maman va décéder aussi, et finalement, le chef de famille, ce sera le garçon qui s'appelle Hindley, qui est donc le fils biologique du défunt. Et finalement, Hindley n'aura de cesse que de rétrograder
enfin comment dirais-je, de ravaler son frère adoptif au rang de domestique, avec toute la maltraitance que ça implique, parce qu'il y aura vraiment une animosité de Hindley contre Heathcliff. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Heathcliff tombe amoureux de sa sœur adoptive. C'est un amour platonique, hein, il ne se passe rien de physique. Elle est plutôt de son côté, mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques années, lassé de tant de mauvais traitements et d'injustices, Heathcliff fait une fugue, il disparaît. Il revient au bout de quelques années et sous l'apparence d'un gentleman avec des bonnes manières. Apparemment, il a fait fortune. Et au cours d'une partie de cartes dans un café, il va regagner la propriété où il a été si maltraité. Au cours d'une partie de cartes avec son frère adoptif, eh bien, il gagne la propriété et il devient le nouveau maître des lieux. Et il n'aura de cesse, pendant toutes les années qui vont suivre, d'assouvir sa vengeance en maltraitant son frère adoptif qui lui-même l'avait maltraité, c'est sûr, et en ayant de cesse de torturer psychologiquement l'amour de sa jeunesse, c'est-à-dire sa sœur adoptive, qu'il a toujours aimée d'un amour platonique. Elle-même s'est mariée, et finalement, la vengeance psychologique, surtout psychologique, d'Heathcliff n'aura pas de limite, et il va devenir en quelque sorte un véritable démon. Tout ça pour dire que le syndrome de Heathcliff, c'est pour le système. Imaginez que les Africains, anciennement déportés, anciennement colonisés, lorsqu'ils ouvrent les yeux sur la véritable histoire du monde, deviennent des démons, des Heathcliff, pires que ceux qui les ont maltraités durant les années de servitude, de déportation et de colonisation. Bien évidemment, tout cela n'est que de l'idéologie. Mais à charge à nous de devenir des personnes bien sûr épanouies et de ne pas correspondre à cette caricature que l'on fait de nous. Mais en aucune manière nous entendons démissionner des droits que nous avons pour retrouver toute notre dignité, toute notre liberté et toute notre capacité à prendre pied dans ce monde en fonction des objectifs qui sont les nôtres. Tout ce développement a pour but de nous faire comprendre que le mal peut revêtir différentes formes. Il peut revêtir des formes très brutales, comme on l'a vu dans le livre Racine d'Alex Haley, avec un esclavage, comment dirais-je, massif et injuste et brutal et cruel, et maltraitance physique, pas seulement psychologique mais physique. Il peut revêtir aussi, comme on l'a vu avec cette petite chronique sur le livre Le Triomphe de Mahat, un aspect beaucoup plus pervers, beaucoup plus discret et beaucoup plus dangereux aussi, enfin toujours très dangereux, celui de la falsification historique avec la falsification de l'histoire de l'Antiquité. Donc ça aussi c'est une autre des formes du mal, le mensonge institutionnel. Enfin, le mal, ça peut être aussi la douleur éprouvée pendant toute sa vie par un individu victime de maltraitance. Un individu ou une communauté, si bien que quand il ouvre les yeux sur sa condition et qu'il veut prendre sa place dans le monde, il peut avoir un désir de vengeance et un désir un ressentiment qui ne cessera jamais parce que ce ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours une volonté de surrenchérir et de diaboliser l'autre et de surtout devenir soi-même un propre démon. C'est comme si on avait... Ça s'est déjà rencontré dans l'histoire des peuples qui ont été maltraités et qui à un moment prennent le pouvoir et deviennent des personnes excessivement cruelles et mettre en place un système très cruel qui n'a rien à envier à celui qu'elles ont subi. En tournant... il y a un autre livre qui montre un autre aspect du mal qui est intéressant là aussi, qui nous vient d'un auteur d'origine asiatique mais de nationalité américaine. C'est le roman Les sombres feux du passé de Chandra Lee.
quoi s'agit-il exactement? Ce livre a été écrit dans les années 90 ou au début des années 2000. Ça a été un grand succès. Et ce livre raconte l'histoire dans une petite ville imaginaire, une petite banlieue chic des États-Unis, dans une ville des États-Unis, donc cette banlieue chic au nom entièrement imaginé s'appelle Bedley Run, ou Bedley Run. Et le personnage principal est celui d'un homme à présent âgé, d'origine japonaise, qui gère un magasin de, de matériel médical. Et donc, c'est un homme pour qui la respectabilité est très importante, qui a tenu à vivre dans une banlieue chic et coquette. Il a une grande maison. Il a adopté une jeune fille originaire, elle aussi, du Japon, mais en partie d'origine africaine-américaine. On l'apprend au fur et à mesure du livre parce que son père devait être un soldat américain. Et il a décidé de l'élever comme sa fille, c'est sa fille adoptive. Et il est célibataire. Cet homme est très respectable. Il correspond un peu à une image d'Épinal qu'on peut avoir sur les Asiatiques, une image qui est quand même assez préfabriquée, de personnes toujours très intégrées, toujours respectables. Bon. C'est vraiment le côté un peu convenu. En revanche, derrière ce visage très impassible et très respectueux, derrière ce personnage poli, discret, se cache un passé particulièrement tourmenté, puisque cet homme a connu la Deuxième Guerre dite mondiale et il a fait partie des rangs de l'armée japonaise qui a envahi différents pays d'Asie. Il a vécu des choses difficiles, il a assisté à des choses difficiles, pour ne pas dire effroyables. Et le fantôme de ces années-là, les fantômes de ces années-là, ou l'un des fantômes de ces années-là, le poursuit. Et c'est un livre qui a une vraie dimension philosophique. C'est un livre qui est très bien écrit, qui est très accessible pour tout le monde. Et finalement, il y a plein de messages dans ce livre. Alors, je ne vais pas le spoiler, mais il y a plein de messages. Évidemment, ça se termine encore là aussi avec un message d'espoir et que je n'avais pas forcément très bien compris lors de mes premières lectures de ce livre. Donc, je ne vous en dis pas plus. Et là aussi, il faut se méfier des apparences, parce que souvent, quand on regarde quelqu'un, on le juge au premier abord et on le met dans une catégorie. Il y a des gens qui peuvent avoir l'air très courtois, des gens adorables, qui ont un passé trouble, et vous n'imaginerez même pas ce à quoi ces personnes ont assisté dans leur vie, dans quel contexte. Et donc, il faut se méfier des apparences. Et le mal prend souvent les allures les plus vertueuses et les plus hypocrites. Encore que la personne, le héros de ce livre, est loin d'être un monstre. Mais il a côtoyé des monstres. Je ne vous en dis pas plus. Enfin, pour ouvrir un petit peu, comment dirais-je, ce débat, si débat il doit y avoir autour de ces livres qui peuvent nous conscientiser sur ce qu'est le mal, je vous ai parlé de livres que j'ai lus. Je vais aussi vous citer un livre que je n'ai pas lu, mais qui se trouve dans la bibliothèque. Et il faudra que je puisse avoir l'occasion de le lire, mais c'est le livre Weary Yamu de William Sassin, écrivain originaire de Guinée. C'est un livre sur la destruction par les fascistes portugais du village de Wiriyamu dans une colonie portugaise d'Afrique. Et c'est un autre visage du mal qui ressemble d'ailleurs à première vue à celui qu'on trouve dans le roman de Chandrali, Les sombres feux du passé, sauf que là il ne s'agit pas de l'armée japonaise, de la Deuxième Guerre dite mondiale, mais il s'agit de l'armée portugaise pendant la guerre qui était menée par les forces portugaises contre les maquisards de Guinée. En fait, voilà.
Donc, tout ça pour vous dire que le mal dans la littérature, tel qu'il est développé, coexiste souvent avec le bien, que ce soit dans le livre Les sombres feux du passé, parce que le personnage incarné par le héros, le fameux docteur Atta, n'est pas totalement mauvais. C'est quelqu'un qui a côtoyé des monstres et qui n'a pas toujours été en position de pouvoir faire le bien et d'imposer le bien compte tenu du rapport de force déséquilibré. Et donc cela nous aide un peu dans notre parcours d'être humain à appréhender la complexité du monde et à avoir une vision de l'humanité qui soit beaucoup plus bienveillante, mais aussi appréhender cette complexité et voir comment nous pouvons tirer notre épingle du jeu et comment parfois aussi le bien peut triompher. Et donc ces livres permettent une certaine introspection, une certaine fierté aussi, grâce à l'aspect vraiment, cette capacité de résilience des Africains, malgré toutes les vicissitudes qu'ils ont pu rencontrer. Cette fierté aussi par rapport à une valeur comme la notion de Mahat, qui transparaît dans le livre d'Abou Bakri Moussalam, Le triomphe de Mahat, et savoir qu'une vision, une philosophie comme celle de la Mahat peut traverser les millénaires et les siècles et finalement nous permettre d'avoir une sorte de boussole. Être mahatique, cela ne veut pas dire fusionner avec Ra de son vivant, mais ça veut dire avoir une ligne de conduite et essayer autant que faire se peut de faire le bien et de faire aussi son introspection. Donc ces livres de la littérature mondiale nous édifient et contrairement à une idée reçue, je crois que les romans ne sont pas... le roman n'est pas le parent pauvre de la littérature car il fait aussi appel à notre imagination et dans ce sens je pense qu'il a précédé le cinéma et d'ailleurs dans les romans du géant de la littérature française, le franco-haïtien Alexandre Dumas, eh bien tous les ingrédients du cinéma moderne sont déjà là, la mise en scène, la capacité à faire rêver, l'action, et les valeurs, les bonnes valeurs telles que par exemple l'éthique, le panache surtout, plutôt que des valeurs basées sur la corruption et la pulsion de mort. Donc j'espère que ce sujet sur le mal dans la littérature moderne vous a plu. Il sera suivi d'un autre sujet qui concernera donc l'envers du décor, à savoir un sujet sur le bien, toujours dans la littérature. Donc merci de votre attention, je vous dis à très bientôt, et puis bonne continuation à vous, Otep, en Kouja Seneb, à bientôt.